je ne vais pas en dire beaucoup, mais en fait, on a, disons, des hypothèses sur des modèles qui, d'une certaine manière, seront testés sur ce que pourrait être, comment dire, la rencontre de trois personnages qui seraient peut-être presque des, comment dire, des métaphores de ces modèles. En fait, trois personnages qui sont très très différents. Jules Verne, qui lui est dans la prospective, Marcel Schwab, qui lui est d'une certaine manière dans une sorte de, disons, d'intimité, mais d'intimité sur les conditions de la mémoire. Et puis évidemment, un autre personnage très très important qui est Julien Gras, qui travaille lui en fait sur la géographie de la ville. Et donc en fait, évidemment, avec ces trois métaphores, on pourrait d'une certaine manière essayer d'avoir des éléments de composition des réseaux numériques qui permettraient, à mon avis, d'aider au développement d'une culture à Nantes qui est déjà bien importante et qui serait une culture portée par une éthique de la contribution, et non seulement une éthique de la contribution, mais un développement de l'amatorat et un développement large, évidemment, d'une culture, non pas pour tous, mais par tous. Voilà, ce serait un peu, disons, les objectifs que nous sommes donnés dans ce programme. Alors, plus modestement aujourd'hui, en fait, on a décidé d'interroger la question de la valeur de l'imaginaire. Je vais reprendre 2-3 thèmes qui sont en fait repris, qui ont été décrits dans l'argument de la journée, ce qui permettra de cadrer. Valeur de l'imaginaire, évidemment, il nous semble que c'est important. Pourquoi? Parce que nous, au sens de Castoriadis, l'imaginaire est instituant. On pense aujourd'hui que, évidemment, l'imaginaire, c'est quelque chose qui ouvre des possibles et qu'à ce titre, l'institution de l'imaginaire, c'est un complément au discours des institutions, si je puis dire. Et ça me semble très très important puisque nous sommes dans une période où les institutions, je parle de la puissance publique et puis de tous ces acteurs de la société civile qui travaillent dans la culture, eh bien, ont besoin d'orientation puisque nous sommes dans une période de désorientation, c'est assez classique de le dire. Donc, valeur de l'imaginaire, certes. Deuxième point, mobilité et fixité. En fait, évidemment, ce sont des thèmes qui sont portés par, comment dire, les réseaux numériques et en particulier par, comment dire, Internet et le 2.0. Et on voudrait prendre le contre-pied d'une déterritorialisation qui supprimerait évidemment en fait la logique du territoire. Et en fait, l'affirmation qui est la nôtre, la posture qui est la nôtre, c'est de dire évidemment que alors que s'intensifient les réseaux d'échange, en fait, paradoxalement, il y a des effets de territorialité qui se précisent, j'y reviendrai tout à l'heure, et en particulier entre l'opposition entre la Cora et le Topos, qui sont des choses très très importantes. Donc d'une certaine façon, la culture, elle est toujours distribuée sur un territoire, et ce territoire, évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est les frontières du territoire. Alors, sur ce titre, deux, trois mots, à partir de ce titre, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans la journée? On a essayé de définir ce qui pourrait être une reprise d'une interrogation sur ce que les anciens appelaient le poème du monde. C'est ainsi que ces anciens baptisaient le fruit de l'interaction entre l'être humain et son environnement. Il me semble que là, nous sommes à la recherche, autour de la poétique du numérique, à essayer de développer en fait une nouvelle relation entre l'être humain et son environnement et ces nouveaux milieux qui, d'une certaine façon, eh bien, il faut définir. Nous sommes là devant un constat qui est celui d'une hyper-réalité qui arrive aujourd'hui, dont les réseaux ne sont que la manifestation, et que cette hyper-réalité suppose l'hypertexte, évidemment, les hypermédias, mais une réflexion sur l'hyper, avec une posture qui fait que, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être, que l'hyper grand ramène paradoxalement le petit, c'est-à-dire en fait le territorial. Donc ça permet d'interroger des anciennes polarités, et en particulier la naissance de nouvelles sociabilités. Les anciennes polarités, c'est, je pense, la grande question du partage entre art et non-art. Ce sera une des questions discutées aujourd'hui, qui est une question majeure. Voilà. Deuxième point, cette question du partage du art et non-art nous pose la question de l'émergence aujourd'hui d'un nouveau régime de l'art. Autrement dit, d'un nouveau régime qui va poser la question de l'œuvre, la question des artistes, à quoi bon les artistes, à quoi bon les œuvres, en régime numérique. Et là, nous sommes sur des questions de fond qui vont être accompagnées par, évidemment, des circuits de distribution de l'œuvre, Dominique en a parlé, des circuits, évidemment, qui engagent les formes de propriété de l'œuvre, des circuits, d'une certaine façon, qui engagent, en fait, la vie de l'œuvre, je dirais, sur le territoire. En fait, l'idée, on avait lancé l'année dernière, dans Poétique du numéro 2, enfin, l'idée d'un enœuvrement, en fait, non pas d'un désœuvrement. En fait, l'idée, c'est que cette culture partagée, contributive, sur laquelle on va essayer de réfléchir, c'est une stratégie, en fait, d'enœuvrement qui pose la question, évidemment, du partage entre l'artiste, ses modes de relations publiques, mais aussi le devenir collectif, évidemment, de l'œuvre d'art. Troisième point important, c'est l'idée de la transfiguration de l'immobile. Autrement dit,
on a toujours besoin d'un point fixe, même quand on est pris dans une intensification des mouvements. Autrement dit, se méfier de la vitesse et essayer de penser les échelles temporelles qui nous permettent évidemment de réinscrire des rapports de vitesse et de lenteur. Hein, c'est une très belle formule de Deleuze, penser mes rapports entre vitesse et lenteur. Et aujourd'hui, évidemment, le slow est à la mode, mais au-delà de ce retour de la lenteur, nous avons son inscription territoriale à penser, son inscription territoriale qui permet de déboucher sur, je dirais, la construction ou la fabrication d'un triptyque que je développerai tout à l'heure, c'est en fait la relation entre habitude, habitat, habitacle. Autrement dit, la question de la ville me semble fondamentale pour essayer évidemment d'intégrer cette logique qui est celle d'une culture, je dirais, portée par une logique de contribution. Il me semble donc à partir de ce moment-là qu'on peut analyser le devenir de l'art contemporain comme un mouvement de sortie hors des murs, sortie hors des murs du musée. Il y aurait grosso modo une période, disons, de constitution de la muséographie qui s'est développée d'une certaine façon, grosso modo, au XVIIIe siècle, hein, pour faire court. Et aujourd'hui, en fait, au XXIe siècle, on aura un mouvement inverse, qui serait un mouvement, en fait, où le travail de l'enœuvrement serait plus un travail d'enfermement des collections dans des murs, mais au contraire, en fait, de faire jaillir à l'extérieur, en fait, le statut des œuvres. Ce qui veut dire que là, on a de nouveaux régimes, disons, de circulation des œuvres, circuits courts, circuits longs des œuvres qui sont inventés, puisque, évidemment, les modèles économiques, les modèles, je dirais même, d'identité des artistes sont aujourd'hui interrogés. Dernier point, et ça sera mon dernier point d'introduction, c'est l'idée de penser le territoire comme un milieu qui permet d'envisager dans sa multiplicité un milieu cognitif, un milieu environnemental, un milieu citadin, donc un ensemble de dimensions, de strates du milieu qui permettent d'envisager la culture comme un phénomène global total qui aujourd'hui ne peut pas être déconnecté de quelque chose qui me semble très important en fait, qui est le statut de l'industrie. Et en particulier des industries, de la création. Et là, il y a une interrogation à avoir sur le devenir des industries culturelles. Nous avons eu, après 1945, grosso modo, une explosion des industries culturelles. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une réinterrogation forte, en fait, de la nature des industries culturelles, qui étaient grosso modo des industries de broadcast, et qui sont en fait interrogées par la culture des réseaux, qui, elle, évidemment, ne fonctionne pas sur un bassin d'écoute. Hein, et voilà, pour faire vraiment très gros au niveau du schématisme. Ce qui veut dire que la culture et l'art ne doivent pas, se penser en dehors d'un modèle de développement. Modèle de développement qui doit interroger la séparation entre l'espace de production et l'espace de culture. Autrement dit, en fait, entre l'espace de travail et l'espace de loisir. Et ça me semble être quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que ça réinterroge quelque chose d'encore plus fondamental, qui a été mis en perspective par une association qui s'appelle Ars Industrialis et dont Bernard Stiegler a essayé de faire un peu la théorie, c'est le fait que le partage entre producteurs et consommateurs, qui est en fait le résultat de la première révolution industrielle, eh bien, ce partage, cette imperméabilité entre les deux, eh bien, aujourd'hui, elle est en train de se déconstruire. Pour autant, évidemment, tout le monde n'est pas producteur, tout le monde n'est pas consommateur. Il y a de nouvelles alliances à inventer, et ces nouvelles alliances, en fait, elles sont, à mon avis, en préfiguration sur le net, même si encore on n'a pas les modèles économiques qui les permettraient de les stabiliser. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vais maintenant donner la parole pour son introduction, à Jacques. Les 2 jours vont se dérouler sur une thématique, vous verrez, qui est assez ouverte. Et donc, je vous souhaite un bon moment tous ensemble autour de ces questions que j'ai essayé de résumer très brièvement. Merci. Voilà, je te remercie. Je vais être assez rapide, je pense que tu l'as déjà bien présenté. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que quand on voit la ville de Nantes, c'est une ville qui ne se laisse pas forcément saisir du premier coup d'œil. Elle a été relativement démembrée par des bombardements, reconstruite un peu à la hâte. Et aujourd'hui, on voit des zones entières qui étaient auparavant des zones industrielles ou des friches industrielles devenir, avec le quartier de la création, et spécialement les villes de Nantes, le nouveau centre. Ce qui fait que j'ai vu le regard
les collègues tout à l'heure quand je l'ai emmené, qui était venu il n'y a pas longtemps et qui a l'air de trouver que ça avait beaucoup changé. C'est vrai que Nantes change sous nos yeux. Et ce qui s'y produit est intéressant parce que dans la forme d'une ville, Julien Gracq parle de la ville souterraine, un petit peu des réseaux invisibles, et je trouve que c'est une assez belle métaphore de ce que peut être aussi la superposition d'une patrimonialité numérique sur la patrimonialité traditionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on pouvait envisager la patrimonialité traditionnelle comme se donnant à la vue de manière assez immédiate, avec des récits constitués, des lieux repères, ce qui à Nantes fonctionne un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Et on voit avec les technologies numériques apparaître de nouveaux réseaux, de nouveaux récits, de nouvelles manières de mettre en œuvre les éléments patrimoniaux et une nouvelle définition aussi du patrimoine. C'est-à-dire qu'en réalité, on assiste non pas à un remplacement, mais à une sorte de feuilletage avec des couches différenciées qui s'ajoutent, se mêlent ou ne se mêlent pas. Et c'est un petit peu ce phénomène culturel complexe qu'on voulait essayer d'appréhender et que Franck a bien décrit dans sa présentation, je n'y reviendrai pas. Je voulais insister un petit peu sur la dimension effectivement mobilité-fixité parce que c'est quelque chose qui nous a paru intéressant dans le rapport au territoire. C'est-à-dire que quand on lit des récits de voyage anciens, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la moitié du XXe siècle, on se déplace, on va voir des choses et on raconte ce qu'on a vu, qu'on relate, qu'on photographie, avec des croquis. Or, évidemment, ce qu'on peut constater quand même, c'est que le rapport au voyage a complètement changé. Et c'est d'ailleurs un peu le sujet du voyage à Nantes, qui met en scène justement cette question. Pourquoi ? Parce qu'on voyage avec Google, si on veut aller repérer complètement les endroits à un point tel que c'est presque parfois troublant, parce que après on se demande vraiment est-ce que c'est vraiment là que j'ai besoin d'aller, puisque je l'ai déjà vu d'une certaine façon, et en même temps on emporte avec toi sa maison, ce qui fait que quand on bouge, on est aussi tout le temps au même endroit. Et c'est ce paradoxe qu'on voulait interroger, parce qu'il est probablement très riche dans la construction des imaginaires, dans la mesure où les anciens rapports, si vous voulez, du voyage à l'imaginaire sont aujourd'hui complexifiés, parfois inversés et parfois confirmés aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, ces strates et ces couches de territorialité différentes, de patrimonialité différentes, finissent par produire aussi des imaginaires eux-mêmes stratifiés et d'une nature certainement différente de ce qu'ils pouvaient être auparavant. Donc voilà un petit peu la démarche. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il s'agit, bon, comme Franck l'a rappelé, du troisième colloque politique du numérique, les deux premiers n'ayant pas été réalisés dans le cadre du projet Valeurs, mais il s'agit aussi d'un travail qui commence. C'est-à-dire que ce travail sur le territoire, la territorialité, la ville et l'imaginaire, qui est au cœur du projet, puisqu'on pourrait dire que c'est une question sur la valeur de l'imaginaire, sur la valeur de l'imaginaire lié au territoire, sera poursuivi, et que donc sont en projet un séminaire qui sera mené, disons, de manière assez régulière l'année prochaine, dont la forme est un petit peu à préciser, mais donc on s'est déjà à peu près accordé sur le rythme, et puis aussi sur de rencontres, de colloques réguliers sous cette forme-là, avec des questions qui vont poursuivre. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a un côté un peu germinal de la chose. C'est-à-dire qu'on va effectivement lancer, à partir des questions qu'on a posées, un certain nombre de questions qui vont se développer. Et l'idée, c'est aussi de les poursuivre à travers un certain nombre de thèmes qu'on va discuter pendant ces 2 jours. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y aura une publication. Donc c'est prévu. Certains qui sont extrêmement prévoyants m'ont demandé à l'avance s'il fallait envoyer le texte avant. Ça sent les pratiques des scientifiques, les littéraires sont souvent un peu plus... ont tendance à faire les textes après avoir parlé. Bon, les deux se conçoivent, c'est vrai, on trouve les deux aujourd'hui. Donc on vous demandera les textes
dans un délai raisonnable, mais pas très long, et donc nous avons l'intention de publier les actes de ce colloque, et aussi peut-être de commencer, disons, une série à partir des séminaires et des prochains colloques. Voilà, je pense que... Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Franck? Tu penses qu'on est on peut ouvrir. Voilà. Ce que je voulais simplement dire, peut-être que c'est le colloque, le séminaire sera organisé en relation avec l'Université de Nantes, évidemment, et aussi l'Université de Bordeaux. Et en fait, ça nous permettra de faire une étude comparative sur les imaginaires des villes. Et en fait, je dois dire qu'ici, il y a une étudiante qui est en stage déjà, qui travaille sur les prémices d'une comparaison, en fait, d'un positionnement de l'imaginaire des villes, quelque chose d'assez original, en fait, qui ne se fait pas vraiment. En dehors, évidemment, d'une démarche, disons, des cartes postales touristiques, on se pose évidemment la question de la construction d'un imaginaire des villes, et plus exactement d'un imaginaire de demain, puisqu'en fait les villes sont aussi aujourd'hui en train de se redimensionner, et qu'il y a des dimensions territoriales qu'on ne manquera pas d'aborder dans le séminaire, et que ça suppose qu'une ville ne fasse pas que de la patrimonialisation, mais qu'elle fasse aussi de la projection, qu'elle soit capable de se projeter dans un avenir, et ça c'est un challenge, enfin c'est une difficulté, oui, relativement importante sur le placement d'une ville dans un espace géopolitique et géographique et géoéconomique qui sont en train de se transformer. Voilà. Oui, c'est important parce que ça peut avoir, enfin, le travail qu'on fait peut aussi avoir une dimension prescriptive finalement. Et ce que peut-être Dominique a dit, mais sur quoi je voudrais insister, c'est que vous avez entendu, il y a plusieurs axes au sein du projet Valeurs, mais ce ne sont absolument pas des axes indépendants complètement. C'est-à-dire qu'il y a une porosité, et ça c'est quelque chose de très original, parce que nous allons les uns dans les autres. Alors évidemment, il y a des événements qui peuvent intéresser un peu plus les tel axe ou tel axe, mais en réalité, il y a aussi une grande collaboration entre les axes, et les gens peuvent aller d'un axe à l'autre, ce qui permet d'avoir aussi une interdisciplinarité et un regard croisé qui n'est pas si fréquent finalement dans le travail universitaire et qui constitue certainement une des richesses du projet. Merci. Tu présentes.